Salut tout le monde. Pendant la campagne présidentielle puis à l'Assemblée nationale, on a entendu des personnalités politiques évoquer le coût de l'Europe pour la France. 6, 8, 10 milliards, beaucoup évoquent en fait une Europe qui coûterait plus cher à la France qu'elle ne lui rapporterait. Peut-on vraiment raisonner de cette façon? Combien coûte vraiment l'Europe à la France? Avec des estimations plus ou moins précises, il s'agit en fait de voir ce que verse la France à l'Union Européenne et ce que la France reçoit de l'Union Européenne. En 2015, la France a versé à l'Union Européenne 19 milliards d'euros. Elle en a touché près de 14,5, soit une différence de 5,5 milliards. La France est donc ce que l'on appelle un contributeur net, c'est-à-dire qu'elle verse plus d'argent à l'Union Européenne qu'elle n'en reçoit. Toutefois, ce n'est pas la seule dans cette situation puisque c'est le cas de presque l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Par exemple, en 2015, l'Allemagne a versé près de 24 milliards d'euros, elle n'en a touché que 11 pour une différence de 13 milliards d'euros. A l'inverse, les pays d'Europe du Sud et les pays d'Europe centrale et orientale sont ce qu'on appelle des bénéficiaires nets, c'est-à-dire qu'ils touchent plus d'argent de l'Union Européenne qu'ils ne lui en donnent. Par exemple, en 2015, la Pologne a versé près de 4 milliards d'euros au budget européen, elle en a touché plus de 13 milliards, c'est le plus gros bénéficiaire net. Mais comment peut-on justifier de tels écarts? Quel peut bien être le sens d'un tel va-et-vient monétaire entre les États? Pour répondre à ces questions, voyons d'abord comment est financé le budget européen. Et pour cela, il faut revenir à l'esprit des traités européens. Pour les pères fondateurs, l'Europe devait être financée par ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire des ressources que les institutions européennes peuvent elles-mêmes fixer, sans être dépendantes des contributions des États membres. Ainsi, au début de la construction européenne, les ressources propres constituaient l'essentiel du budget européen. Par exemple, en 1988, près de 89% du budget européen était constitué de ressources propres. Il en existait alors, et il en existe toujours, trois types différents. D'abord, les droits de douane, qui sont perçus sur l'ensemble des marchandises qui rentrent sur le territoire de l'Union Européenne. Toutefois, avec la multiplication des accords de libre-échange, cette ressource droit de douane a fortement décru. Il y a ensuite des prélèvements agricoles, notamment sur le sucre. Et enfin, un pourcentage identique dans toute l'Union des recettes de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Sous l'effet de la libéralisation de l'économie, et aussi parce qu'il fallait financer de nouvelles politiques pour l'Europe, il a donc fallu introduire de nouvelles ressources pour financer le budget européen. C'est pour cela qu'en 1988 a été introduite la ressource RNB. Le RNB est le revenu national brut. C'est un indicateur qui mesure la richesse nationale d'un pays. La ressource RNB est donc un pourcentage commun de la richesse nationale que chaque État membre doit verser au budget de l'Union Européenne. Face à la diminution des ressources propres, cette ressource RNB a connu une hausse importante. En 2011, elle représentait près de 70% du budget européen. C'est donc cette ressource qui constitue l'essentiel du budget européen. Plus un État membre est riche, plus sa contribution au budget européen est importante. C'est donc pour cela que les pays les plus riches de l'Union européenne, à l'ouest, financent l'essentiel du budget européen, tandis que les pays les moins riches, au sud et à l'est, le financent de manière plus marginale. Mais alors, que finance l'Union Européenne avec son budget? En 2015, ce budget s'élevait à 145 milliards d'euros. Avec 59 milliards d'euros, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui est le premier poste de dépense de l'Union Européenne. Avec 49 milliards d'euros, ce sont ensuite les aides régionales qui constituent la deuxième politique européenne la plus importante. 18 milliards sont consacrés à la croissance et l'emploi, 8 milliards à l'action de l'Europe dans le monde, 2 milliards à la sécurité et à la citoyenneté, et enfin 9 milliards aux frais administratifs des institutions de l'Union Européenne. Ainsi, les pays les moins riches de l'Union, à l'est et au sud, sont les premiers bénéficiaires des aides régionales qui se concentrent essentiellement sur les zones les plus en difficulté. Mais le budget européen aide donc aussi les pays agricoles. C'est pourquoi la France, qui est le premier pays agricole de l'Union Européenne, est également le pays qui reçoit le plus d'aides de la part de l'Union Européenne. 14,5 milliards d'euros, dont 9 milliards pour la seule agriculture. Il faut donc relativiser ce que coûte l'Union Européenne à la France. D'abord parce que si la France paie beaucoup, elle touche aussi beaucoup, certes un peu moins. Ensuite parce que cette différence, 5,5 milliards d'euros, ne représente qu'à peine 1,4% du budget français de l'année 2015. En effet, on ne peut pas lire le budget européen comme une suite de milliards financés par tel ou tel pays à destination de tel ou tel autre. Le budget européen est d'abord une mise en commun. Cette somme sert à financer des projets qui sont décidés en commun par l'ensemble des institutions européennes. Financer des programmes de recherche européens, une agence de protection des frontières extérieures de l'Union, ou encore un réseau de transport permettant de relier les différentes régions du continent,
est utile à tous les Européens. Le budget européen incarne ainsi un esprit de solidarité. En finançant le développement économique des régions de l'Union, cela participe de l'ouverture de perspectives économiques pour les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises qui sont particulièrement présentes sur les marchés des pays d'Europe centrale et orientale. Il faut donc sortir d'une logique centrée sur les coûts et les bénéfices du budget européen dans chaque État membre. Et si cette logique est présente dans le débat politique en France, elle l'est malheureusement aussi à chaque renégociation du budget européen. Chaque État membre cherche ainsi à calculer les coûts et les bénéfices le concernant, au nom du fameux principe « I want my money back », formulé par la première ministre britannique Margaret Thatcher dans les années 80. Les États membres ont d'autant plus une attitude assez contradictoire. D'un côté, ils refusent de verser davantage au budget européen, mais de l'autre, ils refusent aux institutions européennes et notamment au Parlement européen le droit de fixer de nouvelles ressources propres. Il faut également rappeler que le budget communautaire est assez limité. Il ne représente l'équivalent que de 1% du PIB de l'Union. Aux États-Unis, le budget fédéral représente près de 20% du PIB national. L'Union européenne est donc un nain financier. Dans les années à venir, l'Union européenne va donc être confrontée à des questionnements majeurs. Partout en Europe est mise en avant la nécessité de financer de nouvelles politiques communes. Par exemple, un plan d'investissement vert, une généralisation d'Erasmus, un budget de la zone euro ou bien encore la création d'une armée européenne. Et confrontés à une situation financière difficile, les États membres ne peuvent se permettre de débourser davantage. La création de nouvelles ressources propres semble donc être la seule solution. Et là aussi, les idées ne manquent pas, comme par exemple l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Voilà, on espère que vous avez aimé cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à nous suivre pour les prochaines vidéos. À bientôt! À bientôt!